Non, j'ai travaillé d'abord, et puis ensuite je me suis dit, tiens, je vais regarder le film, ça va peut-être me donner des pistes. Mais je me suis vraiment dit, attention, ne te laisse pas influencer par le jeu de Dirk Bogarde, parce que le risque de l'influence d'un autre acteur, c'est pas tant d'aller prendre des choses dans son jeu, de dire, ah ça c'est intéressant, mais c'est de vouloir un peu limiter, par exemple, inconsciemment, et donc d'être moins soi, enfin de moins partir de soi et donc de moins vrai. C'est toujours dangereux, surtout un acteur comme ça qui est assez culte. Inconsciemment, on a tendance à le voir comme un demi-dieu. Enfin, c'est toujours un peu le même problème. On est porté à ça. Alors oui, ce que j'ai trouvé étonnant, moi, c'est que... En tout cas, j'ai pas fait ce que j'ai parti pris. Le sien est quand même de... Enfin, il me semble, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même... Il dévoile immédiatement qui il est dans le film. Enfin, dans le sens où sa personnalité, sa personne affleure tout de suite, quoi. Il n'est pas masqué comme... Moi, ce que j'ai imaginé, c'est que, comme on le voit souvent, les majordomes, enfin on n'a pas l'occasion d'en fréquenter beaucoup, mais en tout cas par exemple dans les hôtels, des choses comme ça, ils ont une tendance quand même à se composer un personnage. À être tout en retenue. Oui, voilà, ils ont leur personnage de service, on va dire. Ils sont en service, donc en situation de service, ils ont leur personnage qu'ils ont élaboré, et heureusement pour eux, quand ils sont tous avec leurs femmes et leurs enfants, ils ne sont pas comme ça, quoi. Enfin, souvent ils n'ont pas d'enfants d'ailleurs. Traditionnellement, je veux dire, ils étaient censés pas vraiment avoir de famille. Et là, Dirk Bogarde, ce qui m'a étonné, enfin, parce que moi j'avais déjà travaillé un petit peu, c'est qu'il n'a pas de personnage de service. J'ai vraiment cherché à jouer le valet modèle. Alors que Dirk Bogarde, il ne fait pas ça du tout. Dirk Bogarde, c'est presque qu'il rentre dans la maison, il dit, bah voilà, c'est moi que vous avez embauché, bah moi il se trouve que je suis un peu... Je suis comme ça, quoi. Donc, si ça vous pose un problème, je m'en vais, mais avec moi c'est comme ça, je suis très sympa. Mais... Déjà, il est bizarre, enfin, il n'a pas le profil du super valet, voilà. Moi, il m'a semblé que pour pouvoir accrocher l'autre, il fallait que, sans faire une caricature de valet, mais en tout cas, qu'il se montre comme le valet type formidable, quoi. Le valet idéal, on l'a toujours trouvé, qu'on peut retrouver dans Downton Abbey, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, il faut absolument voir ça. C'est formidable. Ou dans Les Vestiges du jour avec Anthony Hopkins. Ben voilà, on a dans ces films, ça se passe plutôt avant-guerre, mais on a des personnages de valet comme ça, avec toute la retenue, la dignité en fait. Et il y a un moment, il y a Anthony Hopkins qui fait venir son père, qui lui-même est majordome. Ah non, oui, enfin bon, et il explique qu'il est à table avec tous les jeunes, les butlers, c'est-à-dire les valets de chambre et tout ça, il y a le majordome en chef, et puis il explique que la première vertu d'un valet, c'est la dignité. La dignité dans la fonction. Donc il y a quelque chose comme ça, quoi. Il y a une fierté de la fonction, et donc il y a une composition du personnage. C'est comme les grands militaires, c'est comme tout ça finalement. On ne se rend pas compte, mais en Angleterre, les formations sont très prestigieuses. Les formations pour être valet de chambre, alors évidemment, ça implique une classe sociale inférieure. On ne va pas demander à un aristocrate de ne pas être valet, bien évidemment, mais c'est une énorme promotion. Je veux dire, c'est en fait assez valorisant. Et c'est surtout c'est difficile, je veux dire, et ça donne une forme de dignité.
il a le besoin presque viscéral de faire éclater l'ordre social jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui le rattrape presque. Oui, qui le rattrape, oui. Oui. Mais en tout cas, au départ, il est évident que quand il a fait ses études de ça, dans son petit carnet, il a marqué « le meilleur, c'est bon ». Donc voilà. Donc déjà, effectivement, il a pris celui qui avait les meilleures références. C'est une bête. Mais ça ne lui suffit pas, bien sûr. Après, c'est le mystère. Alors ça, on trouvait intéressant, moi je trouve très intéressant de garder le mystère. Je trouve souvent intéressant que l'acteur lui-même ne sache pas répondre à certaines questions. Mais ça veut dire qu'il y aurait un... Parce que le personnage ne peut pas... Le personnage est dans l'inconscience sur beaucoup de points. Et il y a des choses qui restent qu'on ne peut pas vraiment expliquer, comme dans la vie. Et si on explique trop, on va dans le non intéressant finalement. Le mystère est parfois beaucoup plus intéressant. Je pense que quelque part c'est un anarchiste. Parce qu'effectivement... Un anarchiste discipliné. Un anarchiste viscéral. Ouais. C'est-à-dire que l'ordre social, selon lui, dans ses tripes, doit correspondre à l'ordre naturel. Il ne supporte pas que l'ordre social soit... Enfin, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas, que l'ordre social soit en disharmonie avec l'ordre naturel, l'ordre des civilisations barbares en fait, de la non-civilisation, c'est-à-dire la loi du plus fort. Et donc, il y a un moment, si l'autre en face ne fait pas le poids, lui qui est un être supérieur, c'est l'être supérieur en fait. C'est les côtés nietzschéens quoi, doit dominer nécessairement. Tu disais tout à l'heure. Tout, il n'y a pas de... Donc, c'est en lui. Est-ce que c'est des théories qu'il a remâchées, etc. Il lit les journaux, il fait les mots croisés. Je ne suis pas vraiment certain, je ne pense pas. Il pourrait avoir lu des traités d'anarchie, etc. Surtout, voilà, on est dans les années 50, tous ces courants-là sont quand même pas très loin. Moi, je pense pas. Mais voilà, je pense pas qu'il a intellectualisé tout ça. Mais parce qu'en l'occurrence, effectivement, Tony, par rapport à lui, est un être inférieur. Enfin, dans sa conception. Parce que, après, si on a une conception plus humaniste ou chrétienne, ou tout ce qu'on veut, c'est complètement absurde de dire ça. Parce que la dignité humaine est très difficile à évaluer, enfin, la valeur d'un homme. C'est vrai qu'il apparaît comme un personnage ayant peu de scrupules. Oui, et puis l'autre apparaît quand même comme un personnage d'une grande faiblesse, un raté. Et qui cherche presque à se faire diriger. Et on se demande oui, s'il attend. Bien sûr, il y a... Justement, c'est consenti, quoi. Ouais. Oui, c'est certainement un peu... Il y a certainement le côté masochiste, quoi. Un peu suicidaire, un peu... Est-ce que lui, finalement, consent totalement à ce plan général de renverser l'ordre social? Peut-être aussi. C'est-à-dire que lui-même se vit très mal en tant qu'aristocrate, avec ce que ça demande de réussite, sinon vous êtes rien. Et là, on rejoint aussi Robin Maugham, à mon avis, l'auteur, qui lui-même est un aristocrate anglais, qui lui-même a été très blessé dans sa famille de ne pas avoir été compris, d'avoir été considéré comme un raté, d'avoir toujours été considéré inférieur à son oncle. Il y a tout le puritanisme aussi, à mon avis, de l'Angleterre traditionnelle. On peut voir aussi une dimension religieuse, moi je trouve, dans la pièce. Enfin, c'est-à-dire avec la confrontation, avec est-ce que finalement Barrett n'est pas joué par le mal, par une forme d'incarnation du mal. C'est le mythe de la chute par le péché en fait. C'est-à-dire que l'autre rentre dans l'oisiveté est l'espèce de vice qui fait entrer le péché finalement.
baigne dans cette atmosphère. Le péché de chair aussi qui vient. Enfin, il y a tout un. Les anglo-saxons, quand même, dans leur théâtre et leur cinéma, ils sont quand même assez imprégnés par cette idée, quoi. Donc je pense que là, on l'a aussi. Et je suis sûr que l'auteur, il doit être bouffé par beaucoup de questions religieuses, quoi. Enfin, il doit être très tourmenté, à mon avis, au départ. Non, mais parce que, vous voyez, quand on pense au mythe de Faust, etc., on retrouve quand même. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, je veux dire, je l'ai lu plusieurs fois. Enfin, Faust, c'est quand même le diable incarné qui se met au service de quelqu'un pour lui assouvir tous ses plaisirs, et puis en fait, il lui bouffe son âme. Alors, je veux dire que le myste, enfin, on peut, ce qui est très intéressant au théâtre ou dans le roman, c'est qu'on peut à la fois faire de la psychologie, on peut à la fois expliquer les choses par le social et par la psychologie, et en même temps, ça n'explique jamais tout. Enfin, je veux dire, pour moi, les auteurs les plus passionnants, comme, alors évidemment, il y a les auteurs chrétiens. Moi, je suis assez sensible à Bernanos, par exemple, ou à Dostoïevski, mais il y a toujours quelque chose qui nous échappe, parce que de toute façon, le mal, ce que fait Barrett, je trouve que si on ne veut que l'expliquer par de la psychologie, c'est un peu court. Laisser une porte fermée sur un mystère. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? On ne sait pas. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas trop expliquer, parce que si on explique trop, l'explication, elle peut être que psychologique ou sociale. On ne peut pas faire de l'explication à partir de choses métaphysiques, parce qu'on n'est plus au théâtre, là, c'est que le mauvais théâtre qui ferait ça, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, laisser les portes fermées. Non, mais c'est très agréable. Oui. Mais ça, tout le monde le dit, enfin, tous les acteurs le diront, parce que sans doute qu'on libère des choses, on a tous en nous. Évidemment, on utilise sur scène beaucoup de ses propres ressorts, beaucoup de choses que nous on ne se permettrait pas dans la vie, qu'on ne ferait pas dans la vie, comme pourrir un mec comme ça. Jamais je fais un truc pareil. Mais finalement, le fait de s'amuser à le faire sur scène permet de s'en libérer aussi. Enfin, je sais pas si. En réalité, c'est presque libérateur. Enfin,